Bonjour Pierre Berthet. Bonjour. Très content de vous recevoir dans Trousp. C'est une première pour nous. Une année 2022 très abondante pour vous. C'est d'ailleurs sous le signe de cette abondance que je pourrais retracer votre parcours. Depuis votre premier roman, L'Armée des Chenilles, chez Gallimard, c'était en 2007. Oui, c'est ça. Voilà. Au dernier grand recueil poétique, L'éducation géographique, et ces 400 pages, je le montre avec une très belle carte. On en parlera peut-être. Et puis, entre les deux, une vingtaine d'ouvrages de poésie, des essais, dans le dernier, Vie du poème, publié chez Labor et Fides à Genève, cette même année 2022, au tout début de l'année, qui va notamment nous occuper aujourd'hui dans Trousp. Il faut, alors cette Vie du poème, le voici, c'est une belle couleur brique. Brique et tuile, ça nous ramènera peut-être à la Chine d'ailleurs. On verra. Et puis, il faut ajouter d'importantes traductions du japonais, du chinois, de l'anglais, le rapt de la bouche. Bouche ou boucle ? Boucle. Boucle. J'aurais pu... The Rape of the Lock. Ok. Ça, c'est très étonnant. On en parlera aussi, j'espère. C'était donc une ode poétique publiée au XVIIIe siècle par ce grand poète anglais, Alexander Pope. Et puis, elle n'avait plus été traduite depuis la fin du XVIIIe siècle. Et c'est les éditions Belles Lettres qui la proposent maintenant avec votre traduction. Par ailleurs, Pierre Vinclair, vous co-dirigez la revue poétique Catastrophe via la page Facebook Meta. Donc 2 décennies d'écriture, de nombreux séjours, Japon, Chine. On va en parler. Vous habitez maintenant la Plaine, tout au bout du canton de Genève, et vous êtes né à Aurillac, dans le Cantal, il y a exactement 40 ans. Voilà, ça c'est les petits repères bibliographiques dont on a besoin pour vous situer. Et puis j'aimerais commencer avec un poète que vous aimez bien, je pense, Francis Ponge, qui comme vous était fasciné par le réel. Et puis s'y ajoute aussi une dimension critique de la poésie, et c'est pour ça que vous êtes dans cette rubrique critique dans Trousp. Alors j'aimerais commencer avec un des points forts autobiographiques de Vie du poème, publié chez Labor et Fides. Vous avez 17 ans, vous n'êtes pas sérieux, si on en croit Rimbaud, et vous descendez dans le sous-sol de la bibliothèque Jacques Demy à Nantes, si j'ai bien suivi ce périple. Vous vous rendez au rayon poésie, vous êtes accompagné d'ailleurs par un drôle de loustic qui lui s'intéresse plutôt à la philosophie. Et j'aimerais comprendre ce qui s'est passé dans ce rayon poésie quand vous aviez 17 ans, Pierre Vinclair. C'est un petit peu difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, c'est toujours une reconstruction a posteriori, 20 ans après par la mémoire. Mais c'est là en gros que j'ai fait l'expérience de la poésie contemporaine. C'est là où j'ai découvert la poésie contemporaine. C'était un rayon de poésie assez fourni et dans lequel il y avait notamment tout un tas de poètes qu'on ne trouvait pas vraiment en librairie. Et je me souviens notamment des œuvres de Denis Roche qui avaient été rééditées récemment dans la collection Fiction et compagnie au Seuil. La poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas. Et la poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas. Ouais, c'est le titre de ses œuvres complètes. C'est bien pour commencer. Exactement. Il y a un côté punk comme ça dans la poésie de Denis Roche qui, quand on a 17 ans, est vraiment très impressionnant. Et donc je suis rentré comme ça dans la poésie avec ces œuvres-là que j'ai pris comme une déflagration. Alors c'est évidemment des œuvres qui sont très difficiles à appréhender depuis un point de vue, disons, scolaire qui était le mien, en tout cas qui était en partie le mien, parce que je m'étais intéressé pas mal à la musique rap notamment à cette époque-là, et au punk aussi, et c'est un rapport au texte déjà qui passe largement autant par l'énergie que par une compréhension intellectuelle, et de pouvoir retrouver dans la poésie ce genre d'énergie, ce genre de puissance de déflagration là, c'était quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait. Alors, quant à savoir comment je suis arrivé jusqu'à ce sous-sol, ça je ne saurais pas exactement le dire. C'est-à-dire j'arrive à peu près à
à camper comme ça une espèce de scène de lecture dans cette bibliothèque, dans cette médiathèque Jacques Demy. Mais les raisons qui m'y poussèrent, je ne saurais pas trop. Mais ce n'était pas les parapluies de Cherbourg. Non, ce n'était pas les parapluies de Cherbourg. J'ai jamais été très cinéphile. J'y connais pas grand-chose au cinéma. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous placez cette découverte dans cette bibliothèque avec des poètes, on vient d'en citer un, Denis Roche. Il y a aussi Jules Stéphan. Oui. Et je voulais vous soumettre, Pierre Vinclair, ce que Jules Stéphan, un poète important, mais plutôt illisible. On va décoder cette illisibilité de Jules Stéphan. Lui qui disait, à peu près comme Denis Roche, d'une certaine façon, la poésie n'existe pas. C'est une erreur complète. Mon intention serait d'écrire des poèmes qui ne veulent rien dire. Chaque vers détruit le précédent, puis un résultat nul. Alors, pour partir à la découverte de la poésie, disons qu'on est au seuil d'une déception énorme quand on lit ça. Ou alors c'est une provocation plutôt salutaire. Moi, je pense qu'on peut prendre au sérieux ce qui est dit là et y voir ni une déception ni une provocation. Je pense qu'il y a une partie de provocation, évidemment. Mais si on prend au sérieux cette idée qu'un vers détruit le précédent, ça veut dire que ce qui est en jeu, dans l'expérience de lecture, ne peut pas être de l'ordre d'une espèce de synthèse du sens, comme il y aurait dans la lecture d'un roman, par exemple, où vous lisez la première page, puis la deuxième page, et il faut que votre esprit soit capable de synthétiser les 2 pages pour passer à la troisième, etc. Si le vers suivant détruit le précédent, ça veut dire que ce tricotage du sens ne peut pas avoir lieu. Mais ça ne veut pas dire que rien n'a lieu. Détruire le vers précédent, c'est déjà faire quelque chose. Et pour moi, c'est se rapprocher d'une conception dramaturgique, théâtrale du poème, comme si le poème était une espèce de champ de bataille ou de pièce de théâtre, où chaque vers serait un personnage. Le vers suivant va faire quelque chose au vers précédent. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir synthétiser du sens, mais le fait qu'il fasse quelque chose au vers précédent, par exemple, le détruire, c'est une action qui va faire que il va se passer quelque chose dans cette page. Par exemple, les vers vont se confronter les uns aux autres. La page va devenir une espèce de champ de bataille. Il va se passer des choses. Les personnages vont interagir les uns par rapport aux autres. Ça a quelque chose de fascinant. On a envie de voir cette action avoir lieu, plutôt que cette espèce de tricotage de la synthèse du sens qui fait qu'on en oublie la matérialité de chaque phrase du roman qui est vouée à se dépasser dans une espèce de signification globale. Donc, si on prend au sérieux ce que ça veut dire de se ruer contre le vers précédent, moi je pense qu'on peut en avoir au contraire une conception énergétique, dynamique, c'est-à-dire que chaque vers fait quelque chose au-delà de ce qu'il dit, de ce qu'il prétend signifier. Et ça, c'est une découverte. C'est comme si vous aviez une photo et en vous rapprochant, vous vous rendez compte qu'en fait, elle est faite de plein d'autres petites photos où vous prenez une chose et en vous rapprochant, vous vous rendez compte que vous êtes capable de voir les atomes qui grouillent à l'intérieur et que ce que vous pensiez être une chose est en fait une concaténation de force, d'énergie, etc. Et la poésie, à travers le cadrage que propose une page, vous donne accès comme ça à la vie des mots comme ça. Conception atomiste de la poésie. Peut-être, ouais. Avec Démocrite, par exemple, l'inventeur des atomes. On ne va pas forcément retenir cette idée-là, mais ce qui m'intéresse, Pierre, c'est que pour vous, la poésie, c'est une audace, c'est comme une virginité, puisque quelque chose doit sortir énergétiquement de chaque vers, une sorte de matrice, en somme. Alors moi, ce qui m'interroge, quelle forme peut bien avoir cette espèce d'utérus poétique, et puis qu'il féconde, si on est au cœur d'une matière qui doit surgir dans son énergie. C'est pas très loin de l'astrophysique, d'une espèce de Big Bang que le poème pourrait signifier d'une certaine façon. Alors, je ne m'engagerai pas sur le terrain de l'astrophysique, que je ne maîtrise pas du tout. Non, mais moi non plus, c'est pas... mais c'est un peu métaphorique. Sauf que moi, je ne m'y engagerai pas. En revanche, là où ça me semble très pertinent ce que vous dites, c'est qu'il en ressort de quelque chose qui relève, ou plutôt il en ressortit à quelque chose qui relève de la création. C'est-à-dire que ce que moi je vais chercher dans un poème ou dans l'écriture d'un poème, c'est quelque chose qui relève de l'événement.
quelque chose a lieu. Et il me semble que... Mais tout peut avoir lieu, idéalement. Et peut-être que tout peut avoir lieu. Mais en tout cas, le fait que quelque chose ait lieu, on peut dire que le poème soit peut-être une petite unité de langage, parce que vous prenez un poème qui fait peut-être, je sais pas moi, 500 mots, que dans 500 mots, quelque chose puisse avoir lieu, mais vraiment au sens fort d'avoir lieu, c'est-à-dire d'être une création au sens même où il était imprévisible et même impossible avant d'avoir eu lieu. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Vous avez une idée, une pensée, et puis vous l'ornementez dans un vers pour qu'elle soit mise en valeur. Là, il ne se passe rien, il n'y a pas de création. Non, ça, c'est pas poétique. Je ne sais pas si c'est pas poétique, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, ça serait du discursif ornementé, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que par certaines opérations, le texte, au lieu d'être simplement un ensemble de signes qui renverrait à une conception intellectuelle à laquelle il faudrait se rapporter pour comprendre ces signes, que cet ensemble de signes soit un plan où se passe comme une mer à l'intérieur de laquelle il y a un volcan qui va sortir. Et le volcan va cracher tout un tas de choses qui vont ensuite se durcir, faire une île, et sur cette île, peut-être une noix de coco va arriver par la mer, et du coup, des cocotiers et donc des oiseaux et une végétation va pouvoir commencer à pousser. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est une genèse. Voilà. Moi, je pense qu'on pourrait dire que chaque poème est une tentative de genèse. Et le poète est le Dieu créateur ? Ou au contraire, comme dans la conception juive, il s'est retiré de sa création. D'ailleurs, l'éducation géographique mêle beaucoup de formes poétiques différentes. On a des sonnets liés à Joyce, on a des calligrammes, donc pas loin d'Apollinaire, on a des huit en forme de mots, on a des vers brisés, on parlera de l'enjambement qui me paraît absolument essentiel dans la construction de vos poèmes, Pierre Vainclair. Et ça m'amène à me demander avec vous quels sont les pouvoirs de la poésie. Et vous revendiquez volontiers, d'ailleurs c'est un des recueils collectifs que vous avez publiés, une sauvagerie. On vient de parler de la Genèse, et puis il y a ce terme de sauvagerie que j'aimerais un peu comprendre, comme si vous revendiquiez la possibilité dans un poème de faire feu de tout bois. On peut tout mettre dans la poésie. Et ça paraît comme ça assez évident, mais faire feu de tout bois, c'est provoquer l'incendie. Peut-être, ouais. C'est l'aider au maximum, en tout cas. Oui. Moi, ce que j'appelle sauvagerie, c'est le fait que l'écriture se fasse à hauteur de mots, c'est-à-dire vous descendez sur le plan des mots, de telle manière que toutes les préconceptions, qu'elles soient rhétoriques, historiques ou de quelque forme, ou sociales, oui, de ce que doit être la poésie disparaissent. Si bien que y a des gens qui écrivent en ayant une idée de la poésie, une idée de ce que la poésie doit être, une idée de ce à quoi doit ressembler un poème. Si vous êtes au XVIIIe siècle, ça va évidemment pas être la même chose que si vous êtes au XIXe siècle ou si vous êtes au XXIe siècle. Mais le fait même, par exemple, qu'il y ait des gens qui pensent aujourd'hui qu'on ne peut plus écrire avec des rimes ou on ne peut plus écrire des alexandrins, c'est une conception de ce que la poésie doit être ou ne doit pas être. On doit faire du Tarcos ou on doit faire du ceci, cela. Pour moi, la modernité a imposé le vers libre au tournant du XXe siècle. Je ne crois pas, moi. Mais j'entends, non, d'ailleurs vous remettez ça en cause dans Vie du poème, puisque vous revendiquez toute forme poétique, ouais, y compris le sonnet, ouais, impeccablement versifié comme pourrait faire Baudelaire, tout en revendiquant cette possibilité d'une forme à inventer. Le poème invente sa forme en somme. Ouais.
Peut-être la manière la plus simple de comprendre ce que j'appelle sauvagerie, moi, ça serait de dire que c'est un fonctionnalisme. C'est-à-dire, c'est de ne pas considérer les formes pour leur inscription dans des rhétoriques passées, labellisées 16e siècle, ou 18e siècle, ou 19e siècle, ou modernité, ou surréalisme, ou je sais pas quoi. Comme le sonnet. Voilà. Mais de les considérer pour l'effort qu'elles portent et l'énergie qu'elles peuvent décharger. Et on peut faire des choses avec des sonnets, on peut faire d'autres choses avec des calligrammes, on peut faire d'autres choses avec des proses, et ce qui m'intéresse, c'est de chercher ce qu'on peut faire à chaque fois. C'est pas de chercher à quoi ça ressemble, pas de chercher à quelle école ça va faire penser, c'est d'avoir une conception de... Le poème est un ring, ou peut-être on va parler à nos jeunes téléspectateurs. Le poème est un jeu vidéo. Comment on fait un uppercut? Comment on fait un coup dans le ventre? Sur quel bouton il faut appuyer? Et chacune des formes qu'on peut mobiliser, pour moi, est une manière d'essayer d'activer ces coups sur la réception. Et du coup, la question de la sauvagerie, c'est cette question d'essayer de descendre sur un plan immanent, tel que les considérations esthétiques et rhétoriques disparaissent devant des considérations purement énergétiques. Ça demande un effort considérable parce que vous avez 40 ans, Pierre Winkler, et vous avez forcément, par toutes vos lectures, vos nombreuses publications, traversé toutes sortes de formes, lu énormément d'autres poètes, d'autres écrivains, qui ont dû influer. Donc si je comprends bien, pour vous, c'est revenir à un état virginal qui serait votre propre expression que vous êtes en train de chercher en écrivant le poème. Et qu'est-ce que vous savez ce que vous allez dire? Comment savez-vous ce que vous allez exprimer si vous n'avez pas encore choisi votre forme? Alors, je dirais que cette sauvagerie, elle ne se conquiert pas par soustraction de, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler un bagage culturel, mais par dépassement. C'est comme quand on dit pour briser les règles, il faut les connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas par ignorance, c'est pas par ignorance de ce qu'ont fait les autres qu'on parvient soi-même à savoir quoi faire. Je dirais qu'au contraire, il faut tenter de maîtriser le plus de grammaire possible pour essayer de fabriquer des nouveaux coups. Et je peux concevoir ça, oui. Je pense qu'on va vous suivre. Et du coup, je dirais que cette façon à la fois libre et énergétique de concevoir la poésie et de la Donc je dirais que c'est pas un primitivisme par défaut de culture, mais un primitivisme par dépassement de la culture. En tout cas, en tentative. Et du coup, pour répondre à votre question sur comment on sait où on va, je dirais que, en tout cas, la manière dont je le vis moi, c'est pas très théorisé ce que je vais vous raconter, mais la manière dont je le vis moi, c'est que je ressens d'abord le désir de produire quelque chose assez précis. J'ai aucune idée de la manière dont je vais y arriver. Je descends sur ce plan de mots qui est mon plan de travail, où je vais tripoter la matière pendant un temps qui peut être très long. Et il y a un moment où, par une sorte de magie ou de miracle, je serais arrivé, je ne sais pas comment, au point que j'avais visé quand j'étais parti. Et à ce moment-là, je m'arrête. La forme est trouvée. La forme, le sens, voilà. Ce que vous vouliez exprimer, et on pourrait continuer, tout s'est cristallisé. On pourrait continuer sans doute, mais c'est là où je voulais aller, je ne savais pas comment y aller. Et c'est comme si j'avais erré dans une forêt pendant des heures et des heures. Et il y a un moment, je me rends compte que je suis à la sortie. Comme c'est une conception. Donc je sors. Oui.
Alors nous, on entre dans votre conception poétique, parce que c'est, à mon sens, tout à fait inédit. Et j'aimerais qu'on revienne à l'éducation géographique, publiée chez Flammarion cette année. Est-ce qu'il y a un poème, Pierre Vinclair, que vous pourriez nous lire ou nous montrer qui exprimerait cette recherche de forme et comment ça s'est cristallisé? Sans doute, oui. 400 pages, 387 pages, toutes sortes de formes poétiques, très belles. Et puis, on rappellera aussi que l'éducation géographique, ce sont 25 poèmes, 25 cycles poétiques, et c'est le début d'une tétralogie, puisque vous avez l'ambition, Pierre, de publier 100 poèmes ou 100 odes poétiques qui rejoindront 4 volumes. Ça, c'est le premier volume, en somme. Ouais. Et vous vous donnez jusqu'en 2030 pour réaliser ça. Ouais. Si un grand sportif. Si on me prête vie. Peut-être je peux lire le début de l'objet de la peinture. Celui-là. Si on le montre, voilà. Alors c'est un poème qui est composé de vers qui dansent sur la page et de prose qui ont le format, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais souvent les formes sont cachées en fait. C'est-à-dire qu'il y a bien une forme pour le lecteur, mais il ne sait pas exactement quelle forme c'est. Et là par exemple, en fait, les rectangles de prose, déjà je pense que le lecteur ne se rend pas forcément compte que ce sont vraiment des rectangles, des vrais rectangles. Et en fait, les rectangles de prose sont aux dimensions, enfin sont des réductions des tableaux qu'ils décrivent. Et que vous avez vu que j'ai vu notamment à la National Gallery à Londres. Et c'est pour ça que les rectangles n'ont pas la même taille les uns avec les autres. Ils sont pas le même caractère d'ailleurs. Ils sont aux dimensions. Mais en fait, il y a un autre poème, le dernier, qui est plus intéressant encore dans la forme, je pense. Et ça se voit encore moins. On a l'impression de voir simplement des tercets. Et en réalité, c'est un poème dont la forme est très contrainte, puisque c'est un poème qui compte 3 ensembles de 14, 12 et 12 tercets, l'ensemble faisant 38 tercets. Chaque tercet compte 8 mots, et l'ensemble compte 1982 signes. Et en fait, c'est un poème que j'ai écrit pour l'anniversaire de Clémence, pour ses 38 ans. C'est la raison pour laquelle il y a 38 ans. Qui est Clémence Clémence, qui est ma femme. Et donc, elle est née en 1982, donc il y a 1982 signes. Elle est née le 3 août, donc c'est des tercets de 8 mots. Ce qui fait que l'ensemble est contraint. Et comme 38 n'est pas divisible par 3, c'est pour ça qu'il y a 14, 12, 12. Mais comme il fallait à chaque fois caser 1982 signes dans chacune des 3 parties, forcément, les mots dans les parties 2 et 3 sont plus longs, puisqu'il faut caser autant de signes avec moins de mots. Et donc le poème naît comme ça, en fait. D'accord. Il naît dans cette espèce de construction contrainte. Ouais. Il naît par une adresse à Clémence, votre épouse. Ouais. Et il naît aussi par une autre contrainte, l'adresse à la lectrice et au lecteur à venir. Comment va-t-il saisir la complexité d'une forme comme celle-là ? Alors là, en l'occurrence, si je lui décris pas, le lecteur quelconque... C'est à lui de faire toute la démarche. Non, il n'y aura pas accès, simplement. Je ne pense pas qu'on puisse... personne va... Le fait même de choisir comme contrainte, par exemple, 1982 signes par section, personne ne va compter les signes un par un. D'accord. Je pense que là, ce qui se joue plutôt, c'est au contraire le fait que cette contrainte restant cachée, elle crée entre Clémence et moi une sorte de secret qui fait que chaque personne qui va lire ce texte ne pourra accéder qu'à une partie de sa signification, et seule Clémence aura l'ensemble des clés. Donc c'est une espèce Mais c'est quand même un secret assez éventé. Puisque... maintenant il est éventé, ouais. Oui. Maintenant il est éventé. Mais peut-être que Clémence ne sera peut-être pas contente. Peut-être que l'ensemble des lecteurs de l'éducation géographique n'auront pas l'idée de venir sur la chaîne de Trouspe pour voir le secret. En tout cas, ceci pour dire que la forme telle qu'elle apparaît, aussi visible puisse-t-elle paraître, peut receler aussi
un ensemble une dimension énigmatique. Mais ça me paraît très important, hein, que la poésie garde cette dimension énigmatique, puisque le lecteur, la lectrice, va être tenté, lui, de faire l'effort autant que vous avez fait l'effort formel. Et vous dites volontiers dans vos essais ou dans les interviews que vous avez accordées, Pierre Vinclair, écrire pour moi, c'est penser en forme. Oui. Ça mérite quand même un éclaircissement, parce qu'on pourrait dire, ben voilà, Pierre Vinclair, c'est un poète formaliste, qui se donne des contraintes, un petit peu comme l'Oulipo, cet ouvrage de littérature potentielle a pu le faire, ou comme Georges Perec s'est infligé des contraintes extraordinaires, comme la disparition, faire disparaître sur 380 pages la lettre E, la plus courante de la langue française, c'est une véritable prouesse. Est-ce qu'il y a chez vous quelque chose de joueur, ou est-ce affaire d'autres, il y a un autre enjeu? Je dirais que c'est pas exclusif, même chez quelqu'un comme Perec. Le fait que la disparition soit la disparition du E, alors que le E, c'est la lettre qu'il a dans le nom Perec, que si on enlève les E de son nom, ça devient un nom sans voyelle, comme dans l'alphabet hébreu, que Perec est juif, que ses parents ont été déportés, que la disparition porte avec elle en écho la disparition de ses parents, etc. Le jeu n'est jamais que le jeu. Le jeu peut être parfois que le jeu, et à ce moment-là, n'a pas d'intérêt littéraire. Bien sûr, il y a des strates très profondes. Mais le jeu est une manière, en tout cas pour Perec, qui est un auteur que j'ai beaucoup lu et qui me passionne, pour Perec, le jeu est une manière de négocier avec l'angoisse et avec la mort, en fait. Et pour vous, Pierre? Écrire, pour moi, c'est penser en forme. Oui, alors je dirais que... Parce que les éléments autobiographiques sont très présents dans l'éducation géographique. Vous écrivez beaucoup sur votre vie, sur la vie, sur le quotidien, sur le trivial, sur ce qui se passe et qui ne serait pas forcément matière poétique ou anoblissement poétique, si on veut un peu user de ces vieilles catégories. Je dirais que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ma vie, comme n'importe quel bonhomme. Et que le fait de le faire en poème, ça permet de faire que les idées qui me traversent l'esprit comme n'importe qui deviennent une matière première qui va être prise en charge par le dispositif du poème, qui va les emmener, je dirais pas ailleurs, mais en leur donnant une forme jusqu'à ce qu'on retombe sur nos pattes, comme je disais tout à l'heure, ça travailler jusqu'à ce qu'on dise enfin ce qu'on voulait dire au début. Ça permet de penser ce que j'avais à penser, sauf que je vais déléguer au poème le fait de le penser à ma place. C'est-à-dire que moi, je me mets simplement dans un rôle d'opérateur pour accompagner le travail du poème et le fait que le poème pense le mieux possible ce qu'il a à penser, ce qui fait qu'il va y avoir un résultat de ça. La machine va me donner un output qui va enrichir ma propre vie, dans la mesure où quelque chose que je lui aurais donné aura été pensé. C'est comme un ordinateur, en fait, un poème. Vous lui donnez des éléments qui, par exemple, comme un tableau Excel, comme un logiciel, vous lui donnez des éléments qui correspondent à ce que vous avez besoin de penser, et ça le fait autrement que ce que vous feriez vous-même, parce que c'est pris dans tout un tas de logiques qui sont inhumaines, par exemple parce qu'elles sont linguistiques, ou elles relèvent de jeux de mots, ou de choses comme ça. Et du coup, ça va produire un résultat qui vous concerne, qui touche à ce que vous lui avez donné, que vous allez pouvoir emporter avec vous comme un petit paquet, et pourtant que vous n'avez pas pensé vous-même. Mais c'est comme donc ça pense votre vie. Oui, ça pense, mais c'est votre cerveau qui opère tous ces combinatoires. Ouais. Pierre Vinclair, il faut le dire, donc c'est quand même vous qui allez peut-être choisir ou qui une forme s'impose plutôt qu'une autre, mais ça se passe à l'intérieur de vous. C'est très autobiographique, il n'y a rien de machinique, à moins que vous déléguiez à la poésie une sorte de dépossession de vous-même. Non, c'est pas machinique, mais je dirais que, en fait, ça permet d'arriver à des thèses
par exemple, je sais pas moi, si on ouvre n'importe quel poème, un poème, il arrive à des thèses. Par exemple. Donc il y a du sens, il y a toujours une recherche de sens. Je sais pas moi. Par exemple, là je lis ce vers, par l'enfance nous touchons les animaux. C'est une sorte de thèse. Par l'enfance nous touchons les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ambigu comme phrase. Nous touchons les animaux, ça peut vouloir dire nous les touchons au sens physique. Oui. Ça peut vouloir dire aussi nous revenons à l'état d'animalité, etc. Donc ce vers, il m'intéresse, par exemple. Pourquoi j'ai écrit ce vers? Là, j'étais dans une espèce de contrainte où j'écrivais 7 mots par vers sur 7 vers dans cette poème. Donc c'était un travail autour du chiffre 7. Par l'enfance, nous touchons les animaux. Il y a 7 mots, donc j'aurais pas pu le dire autrement, dans le cadre de ce poème-ci. Donc c'est bien le poème qui contraint la forme de l'énoncé. Et son rythme. J'arrive à un énoncé qui me semble intéressant, auquel je ne me serais pas arrêté si je n'avais pas été dans le cadre de cette contrainte, et qui me permet de sortir d'une sorte de scepticisme qui serait de scepticisme, disons, philosophique, qui serait plutôt mon état courant. C'est-à-dire que j'aurais assez de peine en tant qu'individu quelconque à défendre telle ou telle thèse philosophique. J'ai un petit peu étudié la philosophie, je l'ai enseignée, etc. Je connais un petit peu Ça ne doit pas être tout à fait par hasard si ce fond sceptique reste comme ça, à l'œuvre dans la création poétique. Je pense que pour écrire de la poésie, il faut être sceptique, puisqu'il faut accepter qu'on arrive à des thèses qu'on n'aurait pas défendues. Je voulais vous soumettre cette réflexion qui m'est venue à la lecture de vos livres, Pierre. Donner du sens à un labyrinthe d'énigmes vivantes. C'est aussi un projet, ça? Donner du sens malgré tout. Il y a des énigmes, il y a un labyrinthe formel et vivant, et puis, tout le potentiel de la vie, il va falloir l'organiser. Moi, je pense poème. Il faut qu'il y ait du sens. Mais il faut qu'il y ait du sens, mais le sens, c'est un personnage du drame. C'est un personnage très important du drame. Mais c'est pas le seul. Je dirais, peut-être le sens, c'est le personnage principal du drame, mais s'il n'y a pas tout un tas d'autres acteurs avec lesquels il est pris dans une pelote d'interaction, c'est pas intéressant non plus. Donc le sens, peut-être on peut voir ça comme un fleuve. Le sens, ça serait le courant. Il faut que ça coule. Mais il y a des rapides, il y a des cascades, il y a des fois où ça stagne, il y a un lac. Et ça repart. Je vous vois venir, Pierre Vinclair, parce que dans l'éducation géographique, il y a un grand poème dédié au Rhône, où on retrouve d'ailleurs les éléments autobiographiques. Je rappelle, vous vivez à La Plaine. La Plaine, c'est au bout du canton de Genève. Quand on descend justement dans la plaine du Rhône, vous vivez au bord du Rhône, pas loin de cette région viticole. Et le Rhône prend un rôle rôle très important dans l'éducation géographique, mais d'une façon générale un peu dans votre vie. Et ce courant fluvial, il est venu comme condensé, comme une sorte d'allégorie de votre propre énergie poétique. Parce que vous vous adressez au Rhône. Vous adressez le Rhône aussi à d'autres poètes en leur demandant d'écrire sur le Rhône. Le Rhône est devenu un personnage central de votre création. C'est vrai. Alors, je pense que ça tient à plusieurs choses. La première chose, c'est, il me semble qu'il y a dans la poésie, ou en tout cas moi dans ce que j'essaye de faire, penser en forme, une tentative aussi de faire le point avec ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour les gens, etc. Je vais m'arrêter là, non pas dans l'entretien, je m'arrête sur cette formule que vous utilisez beaucoup. Ce qui compte et ceux qui comptent. Et cette adresse, qui peut paraître très privée, ça, ceux qui comptent, ce sont les gens qu'on aime, vos filles qui sont présentes dans les poèmes, Noah et Amaël, Clémence, vous, c'est déjà cette petite cellule familiale que l'on retrouve tout le long
du Rhône, d'une certaine façon. Et cette adresse, elle est en expansion, puisque malgré tout, ce qui compte, c'est le monde entier, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et c'est plus mince à faire. Je vais répondre à ça, puis après je reviendrai sur le Rhône. Ce qui compte, c'est le monde entier, mais il me semble que c'est une erreur de penser qu'on peut toucher le monde entier directement. C'est-à-dire que le monde entier, ou disons le lecteur inconnu, le lecteur quelconque, celui qui va trouver le livre sur la table d'une librairie. Il me semble, c'est pour ça que l'adresse est importante dans mon travail, il me semble qu'on ne peut toucher un tiers lecteur, un lecteur inconnu, que si on le met dans la situation de regarder par-dessus l'épaule d'un lecteur réel auquel on s'adresse. Et que si le poème ne fabrique pas une réception possible, une réception réelle même, par-dessus l'épaule de laquelle le lecteur va l'aborder, il ne peut pas y avoir une relation à trois entre celui qui écrit, le destinataire réel et le tiers lecteur, qui organise la circulation d'une sorte de désir. C'est-à-dire, pourquoi j'écris un poème d'amour à ma femme et je le publie ? Parce que, ce désir d'expression est excité par la perspective de sa publicité, comme quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie de le crier sur tous les toits, on a envie de faire passer un message à la radio, on a envie de... Donc le rapport qu'on a à quelqu'un s'électrifie de la présence possible d'un tiers. De la même manière, le désir du tiers s'électrifie de sa position de voyeur par rapport à un désir réel qui circule entre deux personnes. Et il me semble que c'est dans ce triangle-là que l'énergie du désir de lecture et d'écriture peut circuler. Pierre Winkler, vous le dites volontiers, électrifié comme ça par cette triangulation. Je comprends, on revient à l'énergie un peu primitive qui vous est absolument nécessaire pour que le poème surgisse. Stéphane Bouquet, dans la revue Diacritique, à propos d'un de vos essais, Autoportrait de John Ashbery, une cérémonie improvisée que vous avez publiée chez Hermann en 2021, disait ceci: je vous soumets la critique qu'il a faite de cette lecture qu'il a faite. Le poème est surtout finalement pour lui, donc pour vous, Pierre Winkler, peut-être moins du sens à proprement parler qu'une forme ou une fonction de la pensée. Non pas le sens, mais une façon de le fabriquer. En cela, Winkler renoue à sa façon et à nouveau frais les noces interminables de la poésie et de la philosophie. Ça me paraît assez puissant, ça. Peut-être que vous pouvez le récuser. Vous l'avez fait d'une certaine façon. Ça me semble très vrai. Ça me semble très vrai. Simplement, peut-être que, à la différence des rapports récents entre philosophie et poème qu'on connaît, c'est-à-dire ceux des 50 dernières années, je ne donne pas à la philosophie une position de surplomb. Pour moi, la philosophie est une action du poème même. C'est le poème qui philosophe, je dirais ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il philosophe, c'est-à-dire qu'il produit des énoncés qui parlent du monde, qui parlent des êtres, qui parlent de la morale, qui parlent de ce qui compte. Et je lui donne ce rôle-là. Et c'est pour ça aussi que le projet dans lequel je suis avec cette tétralogie est ambitieux. C'est qu'il s'agit à la fois de partir du plus simple, c'est-à-dire s'adresser aux personnes qui comptent pour nous. Donc dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, partir du plus trivial, du plus quotidien, d'un paysage, d'une expérience. Et vous parliez d'expansion tout à l'heure. Oui. Et c'est à la fois en expansion, mais aussi en intensité, être capable de recentrer le focus sur... C'est à la fois prendre du champ, mais aussi intensifier la perception jusqu'à être capable de faire que le poème produise quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité. Mais il n'y a pas de philosophe en position de... C'est-à-dire qu'il y a un philosophe... Il y a un philosophe qui sommeille en vous. Non, qui dans la salle des machines du poème. Oui.
qui essaye quand même de faire en sorte que le poème ne dise pas n'importe quoi. Voilà, qui à un moment donné va actionner la manette. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de contrôle, de sécurité. Mais c'est quand même le poème qui pense. Et qui doit penser à la fin pour tout le monde. Mais cette universalité, à mon avis, elle ne s'acquiert pas en sautant les deux pieds dans l'universel. Elle s'acquiert par la bande et par surcroît. C'est-à-dire comme un bonus. Des fois, elle ne s'acquiert pas. Mais il ne faut pas la viser d'emblée. L'universel, Pierre Winkler, vous le touchez, vous l'abordez par les nombreuses traductions que vous avez faites, notamment du chinois, un peu du japonais et de l'anglais. Et en quoi cette activité de traducteur, créateur, puisque tout traducteur crée aussi à partir de la matière poétique qu'il traduit quelque chose pour lui-même, en quoi cette activité de traduction est importante dans votre propre création ? Alors, elle est importante d'abord parce que par rapport à la sauvagerie dont je parlais tout à l'heure, elle permet d'oublier complètement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire quand on se confronte à un poème d'il y a 3000 ans, par exemple, comme c'est le cas du Shijing chinois que j'ai traduit, on prend pour maître quelqu'un d'autre que le dernier poète à la mode qui a parlé et qui a dit on n'a plus le droit d'écrire des sonnets, ou on n'a plus le droit d'écrire des alexandrins, ou on n'a plus le droit de faire ci, cela. Alors pour maître ou pour maître ? Pour maître, M-A-I. D'accord. Et puis alors qu'est-ce qu'il en est de la métrique ? Alors, je joue avec les mots évidemment, bien sûr. Ce qu'il en est de la métrique, c'est qu'après, l'enjeu, c'est d'être capable de transformer ce poème qui a été composé dans une ère géographique très différente et à une période historique très différente, pour en faire un poème de nos jours. Et qu'est-ce que ça veut dire lire en français de nos jours un poème chinois d'il y a 3000 ans ? Et moi, je parle pas, j'ai pas un niveau de chinois, je suis pas sinologue, j'ai pas un niveau de chinois qui me permet d'avoir une représentation extrêmement précise de ce qu'est la signification de tel ou tel poème chinois. Je le lis avec l'aide de la traduction en mandarin contemporain, avec l'aide de la traduction en anglais, etc. Mais vos traductions sont saluées. Donc, l'effort que vous avez mis à les traduire, à vous empoigner de cette ancienne matière, elle est bien énergisée peut-être par le désir de saisir ce poète, ce maître ancien de la Chine. Moi, je dirais que ce qui m'aide, c'est le rapport que j'ai au poème. C'est-à-dire que quand il y a une ambiguïté sur les mots, par exemple, un philologue ou un sinologue va se demander quelle était la signification exacte de ce mot dans les textes de la même époque, etc. Oui. Alors que moi, moi, j'ai pas du tout la capacité sinologique de me poser cette question-là. Ce que je vais me demander, c'est parmi les différentes traductions de ce mot, laquelle ferait que ça serait un poème. Et du coup... Donc vous êtes créateur par cette traduction. Donc j'utilise des compétences que j'ai liées à l'écriture du poème pour résoudre des questions de traduction qu'un sinologue résoudrait avec d'autres outils. Donc cette traduction est un dialogue avec le poème et le poète, bien plus que la fidélité à une étymologie. Je dirais même plus qu'un dialogue, je dirais que c'est une manière c'est un acte d'amour, c'est-à-dire que c'est une manière de se mettre dans la peau, c'est coucher avec la muse du poète et de voir ce qu'il a vu beaucoup mieux qu'on ne le ferait en lisant simplement. C'est-à-dire quand vous traduisez, là par exemple, j'étais en train de traduire récemment des sonnets de Shakespeare pour la revue Europe, quand vous traduisez des sonnets de Shakespeare, vous êtes obligé de voir ce que Shakespeare a vu. Si vous lisez le sonnet, ça vous prend 1 minute, 2 minutes, peut-être vous vous concentrez, vous le lisez 10 minutes. On les dit très énigmatiques, ces sonnets de Shakespeare. Pour les traduire, il ne faut pas passer 10 minutes, il faut passer 3 heures sur chacun. Et encore, vous n'êtes pas satisfait. Oui. Et de ce fait-là, vous passez un temps avec le poème étranger beaucoup plus long que vous ne le passez avec un poème écrit dans votre langue. C'est-à-dire, qui passe 3 heures devant un poème de Baudelaire ? 3 heures, 3 vraies heures de concentration pleine. En fait, vous le faites peut-être à l'école pour une explication de texte, mais après, vous ne le faites plus. Quand vous traduisez, vous êtes obligé de produire cette concentration, de sécréter un ensemble de vers possibles, de faire comme ça, de vous transformer en une espèce de floraison de vers, et puis après, vous allez tailler tout ça, ne garder que ce qui est intéressant, et ça vous permet
d'avoir fait une expérience. Alors, c'est pas du tout la même expérience que celle qu'a fait Shakespeare, mais c'est quand même une expérience de ce qu'il a vu que vous n'auriez jamais faite si vous ne l'aviez pas traduit. Donc moi, je dirais que la question, c'est pas tellement qu'est-ce que la poésie, qu'est-ce que la traduction fait à ma poésie, c'est l'acte de traduction lui-même comme écriture poétique. Je dirais que c'est comme de l'écriture sous contrainte. C'est-à-dire que vous avez une contrainte, c'est pas vous allez écrire sans les E, c'est vous allez écrire un poème de telle manière que le sens de chaque vers vous est déjà donné. Le sens de chaque vers vous est donné. Il faut qu'il y ait tous ces mots-là, mais il faut que ça soit un poème. Revenons pour notre toute dernière partie d'entretien, Pierre Vinclair, à votre propre construction poétique. Moi, je suis très frappé par le fait que dans les enjambements, donc du passage d'un vers à l'autre, vous cassez les mots. Vous en retenez que la première syllabe, parfois même que la première lettre, ou vous jetez la dernière lettre du pluriel sur le vers qui va faire une sorte de silence avec le troisième vers. Cet enjambement fracturé, est-ce que c'est pour vous une manière de dire la fracture du monde d'aujourd'hui ? Parce que c'est presque systématique dans certains poèmes que je dirais les poèmes d'alerte, les poèmes qui sont très concernés par l'état du monde. Ce qui est sûr, c'est que l'enjambement ou le rejet, ce sont des dispositifs Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le rejet et l'enjambement ? Dans la prosodie classique, on considère que l'enjambement, c'est une phrase qui court sur deux vers, alors que le rejet, c'est un tout petit bout qui est rejeté sur un petit mot. Alors vous, c'est plutôt le rejet. Je serais plutôt le rejet, ouais. Le rejet ou l'enjambement signale, c'est ce que dit Agamben dans Idées de la prose, signale la différence entre la logique du vers et la logique de la syntaxe. Si une phrase court sur deux vers, le vers est une unité, la phrase est une unité, donc l'enjambement crée une disjonction entre l'unité de la phrase et l'unité du vers. Et ça vous intéresse, la disjonction ? Et ça m'intéresse parce que ça fait que ça double le sens, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir le sens tel qu'il est sur un vers, et si vous continuez, en fait, le sens change. C'est comme dans vous prenez le vers de Mallarmé dans le sonnet allégorique de lui-même, il finit par encore, ça veut dire donc on en rajoute, mais le rejet, il n'y a que en rejet, encore que. Donc encore que, ça veut dire qu'on soustrait. Donc le fait que le que soit rejeté, par rapport à s'il avait été sur la même ligne, fait que vous ajoutez une signification à une autre qui lui est contraire. Donc le poème devient un lieu d'explosion de dissémination du sens, disait Derrida, et c'est le rejet qui permet ça. Donc le rejet, il permet en quelque sorte d'ébouriffer le poème de telle manière que vous ne pouvez pas passer d'un vers à l'autre comme si de rien n'était, et on retrouve ce que disait Jude Stéphan au début de notre entretien, c'est-à-dire que chaque vers a un rapport problématique avec le vers suivant. C'est comme s'ils étaient tous empilés, mais avec des épines, et se contredisaient les uns les autres. Et ça permet de faire du poème justement cette espèce de petit animal ébouriffé qu'on ne peut pas synthétiser dans une idée qui fait qu'on passe à la page suivante. Ça y est, ça c'est fait, cette page elle est finie. Et si vous avez encore que, eh ben, le sens il est crispé dans cette hésitation entre la logique du vers et la logique de la syntaxe, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes obligé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre par cœur le poème. Mais vous ne pouvez pas le synthétiser en disant, vous ne pouvez pas le paraphraser en disant, ce poème il dit ça, et le contraire. Pierre Vinclair, poète ébouriffé. Il faudrait juste vous faire pousser les cheveux, et nous y serons. Merci infiniment. Merci beaucoup.